À toutes et à tous, moi c'est Raphaël Sanchez, je suis chef de projet Prospective Industrie en charge de la collecte des signaux. Donc aujourd'hui, un webinaire dédié aux stratégies et dynamiques de développement des entreprises. On a fait un premier webinaire la semaine dernière qui abordait le sujet de la géopolitique et de l'environnement macroéconomique des entreprises. Aujourd'hui, on va descendre d'une strate et on va s'intéresser un petit peu aux dynamiques des entreprises dans leur écosystème et puis un certain nombre de signaux autour on va dire, de l'entreprise et de ses parties prenantes. Mais avant de parler et avant de rentrer dans le vif du sujet, le programme du jour, d'abord une présentation rapide de ce qu'est Prospective Industrie, donc une présentation de cette action. Ensuite, donc, le cœur de nos sujets. Donc, on abordera l'activité économique, et des sujets, des signaux autour de la conjoncture. On parlera de la RSE, entre paradoxes, effets de mode et phénomènes de résistance. On aurait pu mettre un point d'interrogation. On fera un point aussi de stratégie, de vision stratégique, où on abordera un sujet que l'on a développé lors d'un webinaire film la semaine dernière autour des perturbations et comment se préparer et anticiper les perturbations dans un monde en mouvement perpétuel. Et puis, en fin de webinaire aussi, un certain nombre de sujets, de signaux autour des technologies et un certain nombre de nouvelles innovations qui nous ont particulièrement surprises. Et puis, si vous le souhaitez, nous pourrons avoir un petit temps d'échange en fin de séance et de répondre et de questions-réponses si vous le souhaitez. Voilà. Ce webinaire est enregistré, donc disponible aussi prochainement sur le site de Méca-Alliance Prospective Industrie. Voilà, donc vous pourrez soit revenir dessus, soit vous le partager aussi avec vos collaborateurs si vous le souhaitez. Alors rapidement, une présentation du programme. Donc la prospective existe déjà depuis un certain temps, hein, donc a été développée d'abord en Pays de la Loire en 2007, et puis étendue avec un certain nombre d'actions collectives dans différentes régions de France. Et donc depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, Prospective Industrie est une action de Mécalliance, qui est la bannière commune aux industries mécaniques, euh, et donc avec une couverture nationale et un certain nombre de rendez-vous dans différentes régions de France régulièrement. Nous avons aussi développé un certain nombre de conventions, de partenariats avec certaines chambres syndicales de l'UIMM. Alors, pour nous, qu'est-ce que c'est, hein, la prospective? Le mieux pour en parler, c'est vous, ce sont les industriels. Donc, on a mis ici un certain nombre de vocables, hein, de verbatim, pardon, des industriels, pour voir comment ils l'apercevaient. Donc, la notion d'acquérir le quart d'heure d'avance, hein, de non pas prédire l'avenir, mais plutôt explorer les changements et identifier les ruptures, acquérir cette vision globale et systémique pour comprendre parfois des liens non visibles, anticiper collectivement pour nourrir la stratégie, etc., etc. Nous, on s'intéresse au futur au pluriel, à différents types de futurs. Le futur projeté, bien sûr, qui est celui on va dire le plus basique, c'est-à-dire on va partir de l'existant aujourd'hui, maintenant, et on va suivre cette référence, suivre cette tendance, et on va considérer que c'est le futur projeté, mais il y a plein d'autres futurs possibles, préférables, probables, plausibles, possibles, voire même complètement impossibles ou absurdes, et pour autant, on sait que ça peut arriver. Donc voilà, notre travail, c'est d'observer ces évolutions-là et d'essayer d'imaginer les différents futurs à partir des signaux que l'on capte régulièrement dans l'environnement des entreprises. Alors pourquoi faire pourquoi faire de la prospective? Quelle proposition de valeur? Eh bien, l'idée, c'est bien de vous apporter tous ces signaux précoces, ces signaux en avance de phase dans votre environnement, et puis les partager, vous permettre de les partager entre vous et d'échanger autour de ces signaux. C'est bien sûr d'identifier les changements en cours, les grandes évolutions qui se jouent, et puis vous accompagner à l'adaptation à ces changements, anticiper les menaces, les opportunités. Je viens de vous le dire, explorer les différents futurs, et puis débattre, échanger
vous sensibiliser autour de ces signaux et favoriser le réseau, le partage à travers nos rencontres prospectives qui ont lieu régulièrement dans différentes régions de France. Alors, on essaie d'avoir une couverture la plus large possible, hein. Ce qui compte pour nous, c'est c'est de pouvoir traiter des sujets qui vous préoccupent au quotidien. Donc, à la fois l'environnement, on va dire macroéconomique, économie mondiale, c'est ce qu'on a traité la semaine dernière, l'entreprise et les nouveaux modèles, les dynamiques de développement, les nouveaux modèles d'affaires, l'innovation industrielle, les modes de financement, les transitions environnementales, numériques, etc. Donc, c'est ce qu'on va plutôt voir aujourd'hui, ainsi que les nouvelles technologies. Et puis, une dimension, quand on descend d'un cran, les dimensions plutôt managériales, ressources humaines, mutation sociétale, recrutement, attractivité, webinaire, qui aura lieu exactement à la même heure, le même jour, la semaine prochaine. Voilà. Et puis, bien sûr, de manière transversale aussi, les opportunités marché sur tous ces sujets, autour de tous ces sujets. Alors, on fonctionne donc en entonnoir, hein, donc en regardant d'abord l'environnement global, les systèmes relationnels de l'entreprise, et puis le cœur même de l'entreprise ainsi que ses dimensions humaines, avec comme ambition de regarder non seulement les tendances de fond, mais également les changements en cours, les signaux faibles, la mise en lumière des paradoxes, et puis aussi vous alerter sur ce qui est en train d'arriver et ce qui bouge actuellement. Notre méthodologie est assez simple. On a une phase de collecte de ces signaux à travers des interviews et une veille assez poussée, interviews auprès de vous, décideurs industriels, mais aussi auprès d'experts dans différents domaines. Nous avons le point d'or qui sont les rencontres prospectives, 1 à 2 fois par an dans différentes régions de France où j'en ai parlé, et puis également une offre d'animation et de diffusion de contenus digitaux qui sont directement visibles sur le site de Mécalliance dans la rubrique Prospective Industrie, avec une interface ouverte et puis une interface fermée avec la possibilité de vous loguer directement avec vos identifiants FIM, si vous êtes adhérent d'un des syndicats de la FIM, ou vos identifiants CETIM. Si vous n'en avez pas, vous pourrez revenir vers nous et on verra comment on peut vous donner accès si vous le souhaitez. Ça fait partie des choses possibles. Et donc, une fois que vous êtes rentré dans l'interface, vous avez accès à un certain nombre de fiches signaux qui sont organisées à travers différentes typologies, donc à la fois des thématiques, hein, qui sont globalement la trame que je viens de vous présenter, mais aussi un certain nombre de typologies, méga tendances, tendances émergentes, signal faible, une approche plutôt de grille de lecture stratégique ou même des scénarios de rupture, avec la possibilité aussi d'avoir accès à des scénarios des scénarios possibles, de futurs possibles, qui sont là plutôt des fictions et qui sont intéressantes quand on les met en résonance avec les signaux que l'on capte actuellement. Et puis aussi la possibilité de faire des recherches par mots-clés si vous vous intéressez par exemple à la Chine ou aux BRICS ou à la mondialisation, aux matières premières, au changement climatique, aux phénomènes de société. Vous avez aussi la possibilité de cliquer directement sur un des mots-clés et d'avoir accès aux fiches qui s'y réfèrent. Voilà. Donc on vous invite vraiment à aller découvrir ces contenus qui sont vraiment dédiés aux décideurs, dirigeants industriels et avec voilà, des fiches qui sont régulièrement mises en ligne. Comment sont faites les fiches? À la fois, d'abord, on va poser les enjeux, et puis derrière, toujours la même structure, les impacts potentiels pour vous, hein, en tant qu'entreprise et dirigeant, les signaux captés sur le sujet, des hypothèses et des scénarios, souvent des questions de type « et si demain ?» Par exemple, ici, et si demain, pour vendre en Chine, il fallait une certification environnementale chinoise obligatoire équivalente à un label civilisation écologique. Ça fait partie des sujets et des réflexions qui sont en cours. Et puis des sources et des liens pour aller plus loin. Voilà. Le prochain webinaire, je vous en ai parlé rapidement, semaine prochaine, 13h30, mercredi, sur les dimensions humaines et managériales dans l'entreprise, à travers 3, on va dire, sous-sujets: les mutations sociétales et la cohésion sociale, des innovations managériales et des nouvelles pratiques RH, et puis apprentissage et formation continue, des nouveaux signaux, des nouvelles approches. Voilà. Donc rendez-vous semaine prochaine pour le dernier niveau, dernier étage de la fusée prospective pour cette collecte. Nous avons également des rencontres prospectives à venir d'ici l'été, le 20 juin à Lyon,
le 25 en Bretagne à Loudéac et le 2 juillet à Tremblay en France, en Île-de-France. Voilà. D'autres dates sont prévues et sont en train d'être figées dans les agendas à partir de septembre, octobre et jusqu'à décembre. On reviendra vers vous rapidement autour de ces sujets-là et ce sera de toute façon sur l'agenda du site Mécalliance. Voilà. Voilà nous pour l'introduction. Nous allons donc démarrer sur les stratégies et dynamiques de développement avec d'abord un certain nombre de tendances de fond toujours présentes. Oui, alors dans cette partie, un peu en guise d'introduction, là, on voulait présenter cette slide qui correspond un peu des tendances qui sont toujours partagées actuellement par les dirigeants. Ce sont des sujets qui sont, on va dire, des tendances qui s'accélèrent et qui s'accentuent, dont on avait déjà identifié le démarrage il y a quelques années, mais qui sont toujours là. Alors, on parle de la montée de l'économie circulaire dans l'industrie, des questions d'inflation, de baisse des investissements, la question aussi de transition énergétique, de décarbonation. On va parler de RSE, de responsabilité augmentée des entreprises, sur les questions de responsabilité aussi, pas uniquement sociale et environnementale, mais aussi question de responsabilité territoriale, de responsabilité numérique des entreprises. Un axe de développement également basé sur la question de sobriété et de recherche d'efficacité comme facteur, comme driver vraiment à la fois des changements organisationnels, des innovations. Ensuite, bah, évidemment, une grande tendance de fond qui est l'industrie 4.0, tout ce qui va être digitalisation et adoption de l'IA. On en reviendra un petit peu après sur ces sujets-là. Et également la montée de l'économie de la fonctionnalité et de la collaboration. Tout ça, ce sont voilà, des sujets qu'on a déjà identifiés, qui sont toujours là, qu'on va pas forcément aborder en profondeur aujourd'hui, mais c'est toujours voilà, des tendances de fond qui sont présentes actuellement et qui pourraient cadrer ce que demain pourrait être. Alors, pour aller un peu plus dans le sujet, on voulait commencer par vous parler des surcapacités chinoises. On a pas mal entendu parler dans la presse régulièrement, notamment sur les questions de métallique et d'approvisionnement en métaux dans le domaine de l'acier. Nous, on se pose la question si c'est un phénomène conjoncturel ou structurel. On voit que depuis quelques mois, les surcapacités de production en Chine mettent en difficulté les aciéristes en Europe et un peu partout dans le monde. Alors concrètement, cette crise de surcapacité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une augmentation des capacités de production, notamment en Chine, sur les questions de l'acier, qui est combinée à une baisse de la demande, et ce qui fait que bah, ces sources de surcapacité, notamment chinoises, commence à inonder les marchés internationaux avec des exportations d'acier à prix bas. Alors, les conséquences économiques de ça, c'est des exportations massives qui provoquent des effets de débordement sur les marchés. C'est des impacts assez importants pour l'industrie de l'acier avec une baisse continue des prix, ce qui met en difficulté les aciéristes un peu partout dans le monde. Euh, donc, qui a pour résultat en fait aussi en fait, une forte augmentation des mesures de protection à travers le monde. Bon, là, sur le schéma en bas, c'est pas forcément très clair, mais c'est un peu pour essayer de montrer les différents schémas d'arrivée sur les marchés des surproductions chinoises, et notamment en Europe, en passant soit par des pays, soit en direct, soit par des pays tiers. Ce qui est important de noter, au-delà de la question de l'acier, c'est que ces causes de surcapacité sont structurelles. C'est-à-dire que, premièrement, la stratégie chinoise industrielle est plutôt qui n'est pas vraiment orienté par le marché. C'est-à-dire qu'il y a des importantes subventions en Chine, il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande sur le marché intérieur, et en particulier une stratégie chinoise face à l'emploi qui est de continuer à produire malgré la surcapacité pour préserver les emplois. C'est pour eux une dynamique de développement qui est assez forte, combinée, voilà, ce que j'ai dit juste avant, sur une diminution de la demande en Chine, qui entraîne un excédent sur les marchés à l'export. Et également, qui est une autre cause, c'est tout ce qui va être fragmentation des chaînes de valeur internationales. On l'a vu il y a dans des rencontres précédentes, on parlait de dynamique de friendshoring, c'est-à-dire de délocalisation dans des pays amis, de nearshoring, c'est-à-dire de délocalisation dans des pays proches, ou même de relocalisation tout court. Ce qui a pour effet, en fait, de multiplier les sources d'approvisionnement et donc de créer en fait, une surproduction mondiale sur un certain nombre de produits. Alors,
On parlait de l'acier juste avant, mais si on regarde un peu plus dans le détail, les surcapacités industrielles sont aujourd'hui reconnues dans presque toutes les industries manufacturières à forte intensité de capital. On parle de véhicules électriques, on parle de semi-conducteurs, on parle de batteries, on parle de tout ce qui va être énergie propre, panneaux solaires, éoliens, les biens de consommation, des matériaux de construction, les machines et matériels de transport, des nacelles élévatrices. Là en bas, vous avez à peu près enfin, vous avez un schéma sur les capacités de production chinoise des véhicules électriques. On voit que la production entre la demande domestique et ce qui est entre la capacité de production pour les marchés intérieurs et extérieurs, il y a une forte production. Alors ce schéma-là, on l'a mis juste pour faciliter la lecture, c'est uniquement pour les véhicules électriques, mais il serait valable, c'est exactement le même pour tous les autres secteurs que je viens de vous citer. Donc on voit donc ce qui a pour conséquence également euh, l'arrivée d'acteurs chinois sur de nombreux marchés, et en particulier en Europe, aussi aux questions de fermeture et d'accès de certains marchés, notamment américains. Alors, est-ce que, pour remonter un peu et pour prendre un peu de hauteur, 2025, ça marque l'année d'arrivée à échéance du plan Made in China 2025. Pour revenir un peu là-dessus, le plan Made in China 2025, c'est vraiment une volonté que l'industrie manufacturière chinoise soit très innovante, très efficace. Euh, et donc, il y a eu un plan d'investissement très fort sur tout ce qui va être modernisation de l'industrie, sur l'indépendance technologique, donc un fort soutien à la R&D, à la R&D locale avec des gros investissements en R&D, des soutiens aux industries prioritaires qui sont celles sur le schéma de droite, hein, donc tout ce qui va être sur les matériaux de transport, aviation, maritime, ferroviaire, automobile, nouvelles énergies, panneaux solaires, tout ce qui va être efficacité énergétique, éolienne, machines agricoles, nouveaux matériaux et également des secteurs un peu plus de pointe sur tout ce qui va être le biomédical, les équipements médicaux, les nouvelles infrastructures de télécommunications et forcément tout ce qui va être machinerie industrielle et robotique. Ce qu'on voulait dire ici, c'est que ce qu'on voit actuellement arriver sur les marchés comme l'automobile, il y a des risques que ça s'écarte sur tous ces secteurs stratégiques, parce que, comme je vous disais, 2025, ce n'est finalement qu'une échéance d'un plan qui va beaucoup plus loin, où l'objectif, voilà, c'est qu'en 2025, l'industrie manufacturière chinoise soit à la fois très innovante et très efficace. Le deuxième étape, c'est en 2035, où la Chine va être capable de concurrencer sur le plan de la qualité et de l'innovation les principales puissances manufacturières occidentales, on va dire, pour arriver en 2049 à la Chine qui souhaite devenir la puissance manufacturière dominante devant l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, euh, sur tout le pan industriel. Alors on voit aujourd'hui que ça a déjà des impacts, notamment avec l'installation d'industriels chinois en Europe, hein, avec des manufacteurs d'éoliennes, par exemple, en Écosse, de piles à combustible en Espagne, ou encore de panneaux solaires en, en France, hein, avec des nouvelles problématiques qui apparaissent sur la concurrence par rapport à la main-d'œuvre, qui apparaissent également sur les méthodes d'implantation d'entreprises chinoises qui viennent également avec leur chaîne de sous-traitance en local. Donc on voit que toute cette stratégie d'internationalisation de l'industrie chinoise est vraiment aussi un changement de paradigme on va dire, dans l'économie industrielle européenne. Et on voulait également vous faire un point sur les marchés avec voilà, un certain nombre d'industriels qui nous disent qu'on est actuellement dans des indicateurs économiques proches de ceux de 2008, avec comme ressenti général un recul des exportations qui est aujourd'hui accentué par les nouvelles restrictions américaines, une activité économique globale plutôt en baisse ou en stagnation, une forme d'attentisme général, une baisse du recours aux intérimaires et puis une baisse de la demande aussi de crédit observée par les grands réseaux bancaires. Autre phénomène qui est très partagé actuellement par les dirigeants industriels, c'est une nouvelle pression sur les prix liée au coup de frein sur l'économie en général, qui rend aussi les discussions et les négociations plus difficiles avec les clients,
avec aujourd'hui des entreprises qui sont tentées de casser les prix pour conserver leurs clients. Donc voilà, on a mis là un petit verbatim en bas à droite, mais on aurait pu mettre des dirigeants industriels, hein, qui partagent vraiment cette vision du retour de la guerre des prix ou vérité des prix. Voilà. Une forme de retour à l'ancien monde qui a été largement partagée. Sur le volet de la finance, là aussi, des indicateurs économiques qui se dégradent, une augmentation des défaillances avec un plus haut niveau atteint depuis 30 ans selon la Banque de France, une augmentation aussi du retard des délais de paiement, une augmentation aussi du retour au médiateur des entreprises. Et derrière, en conséquence aussi, un renforcement de la vigilance entre les entreprises industrielles et leurs partenaires, vigilance vis-à-vis des clients, hein, donc contexte de défaillance, problème de règlement de paiement, de retard de paiement, recours à l'assurance crédit, donc des relations commerciales qui sont parfois plus tendues, plus compliquées. On va essayer de baliser un petit peu plus les choses, de demander plus d'informations. Les relations entre entreprises et banques aussi qui se durcissent, avec des banques qui aujourd'hui demandent plus de garanties, d'informations, et les assureurs également, qui là aussi, avec la notion d'assurabilité de nouveaux projets qui sont parfois compliqués, avec un sentiment de frilosité de la part des assureurs, qui rajoutent des nouveaux critères restrictifs pour ne pas porter trop de responsabilités. Si on regarde aussi sur ce volet du financement, on voit aujourd'hui un certain nombre de nouveautés, et notamment une proposition de création d'un nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie, donc une forme de réorientation de l'épargne des Français vers l'industrie. Le but de ce livret serait de favoriser une meilleure mobilisation de l'épargne des Français afin de soutenir une dynamique industrielle du pays. Donc il y a bien une dynamique sur ce volet-là. Et puis, le crowdfunding également, qui est voilà, une forme de financement participatif, hein, qui aujourd'hui revient en force dans le domaine industriel, avec un certain nombre de startups industrielles qui utilisent le financement participatif pour faire des premières levées de fonds. On vous a mis là aussi un exemple. Et puis enfin, quelques signaux sur les marchés. Alors, on n'a pas pris tous les marchés, mais on a pris ceux qui nous semblaient aujourd'hui les plus emblématiques de ce qui se vit aujourd'hui dans le contexte économique. Les grosses difficultés économiques ressenties dans le secteur automobile, hein, je crois qu'on ne vous apprend rien en vous disant ça. Donc, l'augmentation du chômage partiel, des reports de carnet de commandes, retard et baisse de consultation, allègement des structures R&D chez les constructeurs, un certain nombre de fermetures d'usines. L'Inde aussi, on y reviendra, et on y reviendra aussi dans les prochaines séances prospectives de juin, mais l'Inde aussi qui développe des partenariats avec les constructeurs automobiles et les sous-traitants. Et puis enfin, des sous-traitants de rang 1 qui s'intéressent aux activités des rangs 2 pour diversifier leurs activités, voire même réintégrer un certain nombre d'activités qui étaient jusque-là passées en sous-traitance. Et enfin, pour des secteurs qui vont pour le coup bien mieux, des signaux sur le marché de l'aéronautique et du spatial, avec beaucoup d'activités, mais des difficultés du passage de la montée en cadence, hein, de la chaîne de sous-traitance, avec derrière, du coup, un certain nombre de retards de livraison d'avions annoncés par Airbus. Et vous voyez l'Inde aussi, des nouveaux marchés des partenaires industriels à venir. Sur le secteur de la défense, eh bien, un secteur qui se porte plutôt bien, notamment avec l'intensification des conflits et derrière donc l'augmentation de la demande, des marchés qui sont porteurs, mais avec des besoins de volume, pas forcément adaptés à l'offre, donc une demande supérieure à l'offre, et aussi derrière des besoins d'équipements plus simples, comme des armes et munitions légères plutôt que des engins très technologiques. Et donc voilà, un secteur qui offre tout de même une forte visibilité. Et derrière aussi, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement dans l'actualité, hein, la notion de réquisition de l'industrie pour la défense qui a été actée dans un nouveau décret en octobre 2024. Et donc on va aborder maintenant la RSE entre paradoxe et effet de mode. Oui, alors c'est vrai que ce sujet-là, ça a été beaucoup abordé
par les dirigeants, par les dirigeants dans la collecte de signaux que l'on a pu faire, avec, on va dire, un passage de la RSE qui était une priorité ces années, qui vient plutôt en second rang actuellement, et qui est un paradoxe avec d'un côté une hausse dans l'importance de la RSE, avec un ressenti global comme des montées des responsabilités des entreprises, avec des demandes le plus importantes des clients sur l'engagement des entreprises, notamment sur les bilans carbone, les normes sociales, environnementales, tout ça. Et puis on voit aussi le passage de la RSE qui était auparavant, si on regarde toujours la définition de la Commission européenne sur la RSE, ça restait, on va dire, une démarche facultative et volontaire et qui devient depuis un an ou deux finalement de plus en plus contraignant et obligatoire, avec des nouvelles normes, des nouvelles directives, notamment européennes, sur ces questions de durabilité et de reporting extra-financier. Et parallèlement, on voit pour autant, dans un contexte économique un peu plus tendu, une baisse de l'intérêt pour la RSE. Donc, c'est-à-dire que face à l'instabilité des dirigeants économiques, justement, délaissent la RSE et la durabilité. Il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui demandent à acheter la matière en Chine ou en Inde, des produits plus low cost, on va dire. Et puis enfin, des clients non sensibles aux questions de décarbonation dans leurs achats. Un dirigeant industriel, notamment dans la filière automobile, nous expliquait que selon lui, voilà, dans l'automobile européen, seulement le groupe BMW était prêt à intégrer le surcoût de la décarbonation dans ses prix d'achat. Donc on voit déjà un peu un paradoxe sur cette question de RSE. Et puis plus largement, on voit aujourd'hui que malgré euh, les grandes avancées que l'Union européenne dans son pacte vert a mis en place sur les questions de durabilité, on voit qu'il y a un assouplissement, une volonté de simplification de ces normalisations qui peut être considérée par certains comme un peu un retour sur ces questions de durabilité. Donc on l'a vu avec la publication en février 2025 sur le projet de loi Omnibus, hein, qui vise à alléger justement les contraintes pesant sur les entreprises en matière de reporting extra-financier. Et pour autant, donc ça c'est ce qui se passe en Europe, et on voit le recul également aux États-Unis, hein, avec la euh, sortie des États-Unis de l'accord de Paris, ou l'arrêt des subventions face à on va dire, aux technologies vertes, tout ça. Et pour autant, la Chine, qui, elle, de son côté, accélère sur ces questions de durabilité, et notamment en décembre 2024, on a eu la première adoption de normes de base pour la publication d'informations de durabilité des entreprises. Ce qui est intéressant d'y voir ici, c'est que la Chine s'est vraiment inspirée de la CSRD européenne, qui a même mis en place la notion de double matérialité dans ses normes de base sur les questions de reporting de durabilité. Et donc on voit que avec ce ralentissement européen et cette prise de vitesse en Chine, on se pose la question, et si demain justement la Chine prenait le leadership mondial en matière de durabilité, et si demain, justement, vos rapports extra-financiers vous permettaient ou non de commercer en Chine, c'est-à-dire que ces informations que l'on demandait au niveau européen pour les grands groupes, de plus en plus, l'objectif, c'est que en 2030, ce système soit complètement mis en œuvre en Chine et que l'entièreté des entreprises qui souhaitent commercer avec des entreprises chinoises soient compliantes par rapport à cette adoption de normes de durabilité. Donc on voit voilà, une décélération de notre côté, mais une accélération sur le niveau asiatique. Et de manière plus générale, on a voulu quand même refaire prendre un peu de recul sur ces effets de mode ou ces effets de résistance face aux changements récents. Et on voit que ça a été énormément partagé dans les différents entretiens et dans la veille qu'on a pu faire sur les questions de tendances qui sont développées dans les dernières années, qui voient actuellement voilà, des mouvements de contrebalancier avec ce qu'on disait, la remise en cause des engagements environnementaux et de la RSE, vs des nouvelles normes contraignantes. On parle de l'injonction à la durabilité, mais également en même temps du retour du prix, délai supérieur à la qualité, la remise en cause du télétravail dans les entreprises, contre la flexibilité souhaitée des collaborateurs. On parlait aussi il y a quelque temps de la grande démission pour la recherche de sens, avec les questions de stabilité et de sécurité de l'emploi qui est plutôt à court terme. On a parlé aussi également de tout ce qui est de la tendance à la diversité, l'inclusion, l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, on voit un peu un retour, notamment aux États-Unis, là-dessus, avec de plus en plus de division et de polarisation dans la société, et également des questions de sobriété qui ont été
une tendance de fond pendant notamment sur les questions énergétiques au début de la guerre en Ukraine, à aujourd'hui des consommations Internet en explosion. On pourra revenir également sur, par exemple, le paradoxe avec ce qu'on voit avec les voyages en avion ou ce genre de choses. Ce qui fait que le développement des tendances, on va dire, récentes et des contrebalanciers actuels rendent l'environnement de plus en plus difficile à comprendre, difficile à cerner. Et là, quand on va parler, justement, on va changer un peu de sujet, mais c'est vraiment lié à ça, c'est le sujet des perturbations. Et quelles perturbations devrions-nous anticiper en tant qu'industriels en France? Alors, on parle d'un monde qui est de plus en plus VUCA ou banni, VUCA qui signifie volatile, incertain, complexe, ambigu, et puis une transition, une superposition d'un monde qui est VUCA avec un monde qui est banni. C'est plutôt un nouveau concept stratégique. Banni veut dire en anglais, hein, c'est fragile, anxieux, non linéaire et même incompréhensible. On le voit avec cette confrontation de tendances parallèles qu'on a pu le voir juste avant, que c'est de plus en plus difficile à vraiment c'est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus incertain. Et dans dans le monde que l'on connaît actuel, on le caractérise de plus en plus d'une manière qu'on appelle un monde multicrise ou d'un monde polycrise. C'est-à-dire que les perturbations deviennent de plus en plus la norme. Ce sont des crises qui s'accumulent tout en faisant que la crise passée n'est toujours pas résorbée. Donc on voit une accumulation de ces crises qui deviennent voilà, effectivement la norme, et avec un enjeu de plus important pour les entreprises, c'est de pouvoir naviguer dans cette incertitude, dans ce monde de plus en plus VUCA, de plus en plus banni. Et l'enjeu, justement, c'est d'explorer et de comprendre ce qui peut arriver pour anticiper les menaces et les opportunités qui en découlent, qui découlent de ces perturbations. Donc on voit, on parle de crise climatique, économique, technologique, qui s'enchevêtrent tout ensemble. Alors pour aller rapidement, tous les ans, quand on parle de perturbations, quelles perturbations devrions-nous anticiper? Il existe tout un tas de publications qui sortent tous les années sur les risques futurs. Alors, aussi bien le Global Risk Report du World Economic Forum qui est plutôt sur les risques business, le AXA Future Risk Report qui est plutôt sur les questions de risques vus par les assureurs. Là, pour changer un peu, on voulait vous présenter un peu les perturbations, la vision canadienne des perturbations à venir, avec on va dire, avec un rapport qui est entre l'impact de ces perturbations et la probabilité de ces perturbations. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que contrairement aux années précédentes, les risques c'était plutôt des risques court terme et des risques business qui étaient identifiés, hein, rupture de chaîne d'approvisionnement, risque cyber, question de gouvernance. Là, on voit que les risques et les perturbations qui sont identifiées, en particulier dans le monde économique, sont des risques et des perturbations qui sont de plus en plus de l'ordre sociétal ou environnemental et qui touchent à tout plutôt que seulement au contexte économique et business. Par exemple, si je donne juste les trois perturbations selon la vision canadienne, les plus probables, c'est une question plutôt relative à l'information, avec les gens ne peuvent plus dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et tout ça, ça a des impacts sur la manière d'avoir des relations aussi bien entre entreprises, entre clients et fournisseurs. On parlait de confiance la semaine dernière. On voit aussi dans la manière de manager les équipes, et tout ça, ça a des forts impacts. Également la crise de la biodiversité, avec la biodiversité qui disparaît et les écosystèmes qui s'effondrent, qui sont à la fois une des perturbations les plus probables et en même temps les perturbations qui ont le plus d'impact. Voilà, tout un tas d'autres perturbations. Donc là, on ne va pas forcément rentrer en détail de tout lister. Vous aurez les supports, vous pourrez revenir dessus. Mais au-delà de ça, l'intérêt ici, c'est de se dire que par rapport à ces perturbations-là, comment stratégiquement on peut l'intégrer dans les entreprises, dans la vision de la stratégie des entreprises. Je vous donne un peu une grille de lecture un peu stratégique là-dessus, qui se passe en 3 étapes. D'abord, c'est d'explorer ces perturbations, puis de les évaluer, puis de s'y préparer.
La première, dans l'exploration de perturbations, l'objectif, c'est déjà, est-ce que ces perturbations sont sur votre radar? Est-ce que vous avez déjà l'idée, vous avez déjà connaissance de ces potentielles perturbations? Quelles sont vos hypothèses par rapport à celles-ci? Quelles sont les perturbations qui vous inquiètent le plus? Et quelles sont les perturbations qui vous paraissent aussi le plus important de prévenir? Au-delà de ça, dans l'exploration, il faut aussi explorer les interconnexions. Quels sont les liens entre ces différentes perturbations? Quelles sont les nouvelles réalités qui pourraient émerger par rapport à l'une ou l'autre des perturbations et qui y sont liées? Là, un exemple rapidement, vous parlez d'une des perturbations qui peut avoir le plus, qui est une des plus, les plus impactantes, c'est les gens ne peuvent pas dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tout cela a des conséquences directes et indirectes sur un certain nombre autres de potentielles perturbations, avec des conflits de valeurs par exemple, divisent la société, avec des questions de système démocratique qui peuvent s'effondrer, donc les questions de gouvernance également dans ces entreprises qui peuvent émaner de cette perturbation-là. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une vision un peu systémique des perturbations et des liens entre celles-ci pour pouvoir ensuite les évaluer. C'est-à-dire qu'est-ce que signifient concrètement ces perturbations pour votre entreprise? Quels sont les défis et quelles occasions ces perturbations représentent-elles? Avons-nous une vision suffisante? Avez-vous besoin d'informations complémentaires par rapport à ces perturbations? Lesquelles sont à prioriser en termes d'impact et de potentialité, et comment on doit se préparer à ça. Donc, ce qui amène à la dernière étape, c'est vraiment se préparer aux perturbations, c'est-à-dire gérer les risques qu'elles entraînent, mais également prendre les opportunités. Si on voit un peu la culture chinoise sur ces questions de crise. La crise en chinois, c'est aussi bien ces risques et opportunités à la fois. C'est-à-dire que ces perturbations entraînent un changement dans l'environnement de vos entreprises qui sont à la fois source de risques, mais également source d'opportunités. Alors, comment identifier ça? Comment essayer de se préparer à ça? C'est d'identifier les vulnérabilités des organisations. C'est comment valider la solidité face à ces perturbations et à leurs impacts. Quelles sont les perturbations que vous pouvez prévenir et lesquelles vous pouvez répondre? Et puis, c'est aussi se poser la question, est-ce que justement vos stratégies sont-elles solides? Et s'il n'est pas le cas, qu'est-ce qui les rendrait un peu plus solides face à ces perturbations? Alors, pour pouvoir répondre à ça, on voulait aujourd'hui vous reprendre un modèle qui a été développé par Olivier Amand, biologiste et directeur de recherche à l'INRAE, qui répond à la question: quels critères de performance dans un monde de plus en plus instable? Euh, pour lui, la performance, c'est la combinaison de l'efficacité, donc atteindre l'objectif, et de l'efficience, c'est-à-dire le faire avec le moins de moyens possible. Et il lutte, on peut le dire comme ça, contre la notion même de performance. Pourquoi? Et il considère que optimiser fragilise. Et l'exemple qui est donné là, vous devez peut-être vous en souvenir, c'est ce fameux porte-container qui était, ce qu'on voit sur l'illustration à droite, hein, le porte-container en travers du canal de Suez en 2021, qui a bloqué tous les flux, notamment en provenance d'Asie, hein, donc qui a largement fragilisé l'Europe, qui était donc dépendante des flux et des biens de consommation qui arrivaient en Europe. Deuxième argument, l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on va développer des produits tellement efficaces, moins énergivores et moins chers, qu'ils vont être vendus en plus grand nombre. Donc, on va consommer plus de ressources pour pouvoir développer ces produits. Donc, c'est un peu le paradoxe de la sobriété. Donc, plusieurs exemples, hein, le frigo, le charbon, le pétrole, etc. Troisième argument, la loi de Goodhart, où là, on considère que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc les indicateurs de performance en eux-mêmes, s'ils deviennent un objectif à atteindre, deviennent toxiques et contre-productifs. Et enfin, le dernier point, c'est de considérer que la performance a un coût qui va être payé par nos écosystèmes. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, le coût environnemental et social de la performance. Et donc, pour y répondre, on fait plus des performances, c'est-à-dire qu'on peut développer plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, etc. Donc, sa thèse,
c'est de dire qu'il faut se détourner de ce culte de la performance pour adopter résolument la voie de la robustesse, notamment dans un monde fluctuant qui bouge. Alors la robustesse, pour ça, il va s'inspirer du vivant, hein, donc faire du biomimétisme, mais non pas du biomimétisme comme on peut généralement le connaître sur un sujet d'innovation, on va dire technologique. Là, plutôt faire du biomimétisme sur une inspiration organisationnelle. Et donc, il va s'inspirer du vivant pour concevoir une stratégie, résister aux fluctuations, à l'imprévu, se renforcer dans les crises. Le paradoxe, c'est d'observer que le vivant est résolument et volontairement non performant. Le vivant, dans son ensemble, est généralement lent, redondant et inefficace énergétiquement. Il fait donc de la robustesse et non de la performance. On voit que les êtres vivants ne sont pas adaptés mais adaptables. Ils ne renforcent pas leurs points forts mais se construisent sur leurs points faibles. Ils ne sont pas performants et robustes, mais ils sont robustes parce que justement, ils ne sont pas performants. Voilà, donc c'est tout l'enjeu. Et donc derrière, on s'est dit que c'était intéressant de reprendre un certain nombre de concepts stratégiques qu'on a pu, et que vous avez certainement entendu dans vos clubs d'entrepreneurs, club APM ou autres, donc voilà, vous rappeler un certain nombre de concepts. Donc l'agilité, capacité à réagir rapidement en début de crise pour éviter les pertes immédiates, la résilience, maintien des fonctions essentielles durant des crises prolongées, la robustesse, je viens d'en parler, l'antifragilité qui transforme les crises en opportunités d'innovation et d'amélioration, dépassant la simple résistance, la redondance, c'est-à-dire multiplier des alternatives, et l'adaptabilité, l'ajustement fluide aux changements en cours pour adopter une configuration plus pertinente et performante. On s'est dit que c'était bien de mélanger un petit peu tout ça et de voir quels objectifs chacun de ces concepts pouvait répondre. Donc, je ne vais pas tous vous les lire parce que on vous laissera les redécouvrir, mais l'objectif, par exemple, de la robustesse, c'est de limiter la vulnérabilité en renforçant les processus et les infrastructures. Les bénéfices de la redondance, par exemple, c'est de garantir la fiabilité et réduire les points de défaillance. Voilà, donc on vous a mis ce tableau-là, et puis on a essayé de le décliner à la fois sur les appros, donc quelque chose de plutôt exogène à l'entreprise, et sur les ressources humaines. Alors si on regarde, l'agilité sur les approvisionnements, ça va être de trouver des fournisseurs alternatifs en urgence ou modifier la production pour utiliser d'autres matières premières. Sur les ressources humaines, la résilience va permettre de mettre en place un programme de soutien psychologique et de santé mentale pour préserver le bien-être des employés face à une crise prolongée. Si on regarde la redondance sur les appros, ça va être diversifier les fournisseurs régionaux et internationaux pour réduire les risques de dépendance, alors que sur les ressources humaines, ça va être de former plusieurs employés aux mêmes compétences critiques pour éviter de dépendre d'une seule personne clé, etc., etc. On vous invitera à reprendre ces tableaux, à les imprimer si vous le souhaitez. Mais voilà, on trouvait que c'était assez intéressant. Et puis Raphaël vous a parlé tout à l'heure des mondes VUCA et BANI. Là encore, c'est bien de faire l'analyse et de voir qu'on est dans un monde volatile, incertain, complexe, fragile, etc. Mais c'est aussi, et c'est une planche qu'on avait déjà présentée en prospective à plusieurs reprises, c'est de voir le niveau de réponse que vous pouvez apporter à ces contextes. Et donc, face à la volatilité, c'est amener de la vision stratégique à long terme. Face à un monde incertain, essayer d'y mettre de la compréhension et d'être à l'affût de nouvelles informations et de nouvelles opportunités d'apprentissage. Face à la complexité, amener de la clarté avec une communication interne efficace, voire externe, et un processus clair et simple pour résoudre les inconnus. Face à l'ambiguïté, amener de l'agilité. Face à la fragilité, amener de la résistance et de la résilience. Face à l'anxiété, notamment dans vos équipes, amener de l'empathie pour comprendre les autres, se rapprocher d'eux, gérer l'anxiété, et aussi la pleine conscience pour être conscient du présent et ne pas se laisser emporter par ses pensées négatives. Face à un monde non linéaire, y amener du contexte et de l'adaptabilité. Et quand on ne comprend pas le monde, on essaye d'y mettre autant que possible de la transparence et de s'appuyer sur ses intuitions. Voilà. Et dernier point, pour conclure ce webinaire. Oui, voilà, pour conclure ce webinaire, vous avez quelques innovations qui nous ont interpellés, en tout cas, durant la période de collecte. Je vois qu'il nous reste
peu de temps, donc je vais aller assez rapidement sur ces innovations qui est plutôt en ouverture. Alors on voit forcément hein, une forte accélération des progrès de l'intelligence artificielle et une forte adoption de l'intelligence artificielle dans les process industriels. Euh, En particulier, alors là, ces deux exemples, c'était sur les questions de progrès réalisés par les modèles d'IA en matière de tout ce qui va être codage et cyberdéfense. Euh, et on voit également aussi une sorte de nécessité urgente à aussi canaliser et à, on va dire, à normer l'utilisation de l'IA, parce qu'on voit que face à ces progrès-là, et par rapport à l'utilisation qui en est faite, de plus en plus d'utilisations, on va dire, dangereuses ou non fiables ou non sûres sont en train d'émerger, avec notamment le plus forte utilisation de l'IA pour les menaces, notamment RMBC, ou des menaces en termes de cyberattaque. Euh, Autre innovation qui nous a paru intéressante à mettre en avant, c'est le développement de la robotique molle, c'est-à-dire tout ce qui va être muscle artificiel pour remplacer la mécanique robotique. Avec là, en octobre 2024, justement, une équipe de recherche de Zurich qui a mis au point la première jambe robotisée dotée de muscles inspirés du corps humain, non pas de biomimétisme tout à l'heure. On voit que le biomimétisme s'inspire notamment dans le cadre de la robotique, avec un changement assez fort du paradigme. Donc on est encore sur des niveaux de maturité assez bas, mais on voit il y a beaucoup de recherches qui se lancent dans ce domaine-là. On voit également qui nous a paru assez intéressant à mentionner, c'est sur la question de décarbonation de l'acier et sur les progrès de la recherche sur la technologie de réduction rapide de fer, avec le développement de nouveaux procédés de réduction rapide de fer à base d'hydrogène, qui est un procédé sans haut fourneau, basé sur un procédé de fusion rapide mature dans l'industrie justement métallurgique non ferreuse, à celle du fer. Alors, avec beaucoup d'intérêt, hein, parce que en fait, ce nouveau procédé permet de traiter efficacement des minerais complexes de faible qualité. C'est aussi également de supprimer des étapes de pré-traitement hein, des matières premières comme le frittage, la sphéorisation, la coquefaction. C'est également la possibilité de réaliser cette fusion rapide du fer avec un taux de carbone très faible. Donc, on parle forcément de potentiel de décarbonation très fort de l'acier, une facilité de mise à l'échelle et de faibles investissements selon l'équipe de recherche, et enfin une possibilité aussi de réaliser une production d'acier du coup en une seule étape, avec une consommation d'énergie globale qui est fortement inférieure. Un point intéressant, c'est-à-dire que le directeur de recherche, les essais ont conclu qu'ils arrivaient à fabriquer justement du fer en seulement 3 à 6 secondes dans ces méthodes, face à 5 ou 6 heures dans une méthode de haut fourneau. Donc là, on est sur une maturité qui est plutôt sur les TRL 6-7, et qui voit que ça montre vraiment en maturité là-dessus. Et enfin, pour aller rapidement, un dernier signal qui nous a interpellés, c'est toute la thématique du New Space. Alors, on avait fait tout un webinaire, tout un sujet sur le marché du New Space. Et là, un point important, c'est tout ce qui va être développement ce qu'on appelle la logistique agile et la logistique spatiale. Alors, nous, ça nous a plutôt interpellés. Alors, ça peut paraître un peu plus lointain, mais pour autant, ce sont actuellement des centaines de millions et des gros investissements qui sont investis dans cette question de logistique spatiale, où l'objectif, c'est de pouvoir développer des systèmes de livraison de conteneurs d'une capacité voilà, de 5 à 10 tonnes n'importe où dans le monde en 90 minutes. Voilà, ça peut paraître un peu lointain, mais pour autant, on voit que ça bouge et qu'il y a beaucoup d'investissements dans le domaine du New Space. Et pour venir à ça, pour aller un peu plus loin, on a également écrit une fiche signal, comme vous présentait Benoît en introduction, sur les opportunités de marché dans ce domaine-là. Donc voilà, assez rapidement sur ce nouvelle technologie, mais pour conclure ce webinaire, on va pouvoir passer, déjà merci de votre attention. Et puis, vous avez ici nos contacts pour, si vous voulez, rebondir ou creuser les sources que l'on a abordées et les sujets que l'on a abordés aujourd'hui. Voilà, donc on en a terminé. Est-ce que Euh, vous avez des questions, des remarques, des choses que vous avez envie de partager autour des signaux qu'on vous a présentés aujourd'hui? Si c'est le cas, c'est le moment. Et puis, sinon, nous vous souhaitons une bonne après-midi. Voilà.
Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas évidemment à ouvrir votre micro et réactiver votre caméra. Sinon, nous vous souhaitons une bonne après-midi. Pas de remarques, pas de réactions? Et oui, je ne vois pas. Eh bien, dans ce cas, nous vous souhaitons une bonne après-midi et nous vous donnons rendez-vous semaine prochaine pour aborder donc les dimensions humaines et managériales dans l'entreprise qui conclura donc notre session de 3 webinaires suite aux rencontres prospectives de ce semestre. Voilà. Merci à tous, bon après-midi et à bientôt.